j'ai un peu l'impression, comme ça, qu'on essaye d'adoucir, vous voyez, de mettre, je dirais, de la... Comme quand on donne des bonbons, quoi, il y en a un qui est un petit peu plus sucré là-dedans, et j'ai entendu du sucré, quoi. Voilà, je voulais un peu déjà dire ça, par rapport à d'autres interventions d'historiens que j'ai lues, que j'ai entendues. Voilà. Alors, c'est vrai que conglomérat, on peut le mettre un peu à toutes les sauces. Hein. On sait qu'on peut le mettre sur le PS, c'est très clair. On peut le mettre sur le gaullisme qui n'est plus gaulliste, et RPR, machin. Enfin, bon, moi, ça ne m'apparaît pas, si vous voulez, l'élément pertinent en ce moment à mettre en avant. Enfin, pour ma part, hein, c'est... voilà. Et puis, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est chaque fois qu'on définit le Front National en le confondant avec un front nationaliste. Vous voyez, pour moi, il est très clairement internationaliste. D'ailleurs, si on ne le voit pas à l'heure actuelle, il faut se fermer les yeux. On voit que la figure blonde de Marine Le Pen, on la voit un peu partout se pointer dans le monde. Ces espèces de femmes qui sont mises en avant avec ce clan d'hommes derrière, familial ou pas. Enfin, il y a quand même une notion familiale qui est importante, c'est vrai. Voilà, on les retrouve chez Le Pen, enfin bon, voilà, Marine Le Pen, si elle n'existait pas, vous avez remarqué que Marion Le Pen, qui arrive derrière, est une figure beaucoup plus proche du grand-père, hein, et beaucoup plus pertinente pour attirer les jeunes. Vous avez vu les scores qu'elle a fait par rapport à Estrosi. Si la gauche s'était abstenue, il y aurait Marion Le Pen qui aurait été élue, on le sait tous. Hein. Je suis assez sceptique sur l'idée qu'on puisse... justement de ce point de vue-là, essayer de jouer sur les contradictions qui peuvent exister entre les différentes fractions de cet électorat et leurs attentes sociales différenciées. Et tant qu'on n'aura pas battu en brèche la question centrale, qui est la question de la xénophobie, du racisme dans la société, on aura extrêmement du mal à faire exploser les contradictions du Front National. Donc voilà, je voulais soulever ce point parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse en rester à une stricte analyse des attentes sociales ou des comportements sociologiques différents des électeurs du Front National ou des couches d'électeurs du Front National. Le FN est fasciste, il est raciste, il est antisémite. Tout le gratin FN était au spectacle de Dieudonné. Voilà, vous avez cité Libération en 1995. En montrant que le fait de pointer les ouvriers comme responsables du vote FN n'était pas juste. Et Libération, c'est pourtant un journal de gauche. Moi, quand j'entends... oui, non, mais voilà. Donc, effectivement, la question de l'unité se pose très fort, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui, moi, parce que je pense qu'on ne sera pas trop, effectivement, pour combattre cette lèpre. Et bon, vous avez bien montré que c'est dans des périodes où le changement est tel dans le substrat productif, emploi, etc. du pays, que des choses de ce genre surviennent, parce que, évidemment, on n'a pas trouvé la bonne solution. Voilà. Donc, moi, je peux vous dire, franchement, je l'ai dit, je suis cégétiste aussi, et là je milite beaucoup plus à la CGT encore. Et je suis géographe, on a travaillé, on a montré la désindustrialisation, la désouvriérisation, etc. Enfin, toutes les délocalisations d'emplois, justement, d'ouvriers traditionnels. Et on a montré que ça déstabilisait profondément les choses. Et par exemple, moi j'ai voté Hollande, bon, et puis j'ai suivi les événements, j'ai vu Hérault qui voyait qu'un bon nombre des promesses ne pouvaient pas être appliquées tout de suite, qui a recouru au rapport Gallois, et Louis Gallois est un homme que je respecte profondément, qui a montré qu'il fallait quand même aussi aider les entreprises à pouvoir être aux normes internationales pour pouvoir redémarrer dans le concert général de la transformation. Donc je pense que la question d'unité est trop importante pour que des journaux se permettent de faire des unes sensationnelles en s'en prenant à la classe ouvrière. Franchement, même s'il n'en reste pas beaucoup, il reste beaucoup de catégories populaires, comme vous l'avez montré. Voilà. Les électorats frontistes dans les différents territoires de France sont très divers, malheureusement, et c'est pour ça
que progressivement on arrive à 7 millions de voix pour le Front National. Je pense que ces efforts de compréhension est important. En même temps, je pense que ça va être dit dans les prochaines interventions. Il faut focaliser aussi sur les faits locaux. Personnellement, dans le cadre d'une thèse sur les évolutions géopolitiques en Seine-Saint-Denis, j'ai étudié justement, de manière assez précise, la montée du Front National. Alors, pas forcément la montée, mais la périodisation, l'apparition en 1984, puis ensuite la régression en 1998, la période régrettiste, et ensuite le renouveau générationnel, notamment à partir de 2011. Ce qui est intéressant, je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais c'est dans les études territoriales, s'intéresser à la configuration territoriale, parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est un territoire, un bastion de gauche, ouvrier, gauche communiste et non communiste, bien sûr, mais petit à petit monter l'abstention, ça aussi c'est un élément important, on l'a vu, à prendre en compte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce territoire acquis à la gauche depuis des années, voire des siècles? C'est aussi l'apparition de la droite qui ressurgit de manière assez importante, et on arrive finalement à un équilibre entre, à peu près au régional, on arrive à 100 000 voix pour la gauche, communiste et non communiste et communiste, et 100 000 pour la droite. Donc petit à petit, le terme de bastion de gauche ouvrier n'arrive pas, et dedans, il y a l'UFN qui monte progressivement, et on arrive à un changement générationnel. Donc il y a un jeune de 20 ans qui est devenu secrétaire fédéral depuis 2-3 ans, qui est devenu conseiller régional, et Marine Le Pen lui a donné la mission de reconquérir les banlieues, c'est le mouvement banlieue patriote. Et ça, c'est assez intéressant de ce qui se passe en Front National. À la fin de l'intervention de monsieur... la première intervention. La seconde, pardon. Daniel Galsi, excusez-moi. Oui, vous aviez sûrement des recommandations à faire, donc je suis preneur de ces recommandations. Et ma première réaction en regardant un peu le programme de ces interventions, c'était que le fait de le faire ici à Paris, ce serait un premier temps, mais après, pourquoi ne pas délocaliser ce type de conférences d'intervention dans des territoires qui sont en danger, dans les territoires de banlieue populaire, bien sûr, des zones périurbaines. L'idée, c'est aussi d'étudier, d'apporter loin de Paris, mais aussi dans les banlieues populaires, l'analyse, la compréhension de ces phénomènes, puisque quand même, c'est vrai que dans 11 mois, il y a non seulement l'élection présidentielle, mais il y a aussi les élections législatives. Il faut faire vraiment attention, certes, à l'élection présidentielle, mais à ce qui peut se passer aux élections législatives. Merci. Je suis totalement en désaccord avec vous sur le fait d'arrêter de lutter contre les FN en dénonçant cette prise de position raciste et xénophobe. Aujourd'hui, il faut montrer, au contraire, que le parti Front National, quoi qu'il en dise, est un parti raciste. Quand il propose la préférence nationale dans ses guides pour les mettre en place dans les villes où ils ont gagné, il faut le montrer. Aujourd'hui, on ne le trouve pas assez. Qu'est-ce qui a fait en 2002 que Le Pen ne passe pas? Les gens sont mobilisés car c'est un parti raciste. Ils ne sont pas positionnés parce que non, ils ne veulent plus l'allocation. C'est ça en fait aujourd'hui, c'est vraiment la lutte contre le racisme qui est important. Voilà. Le souci, c'est pas d'adoucir, c'est de réfléchir à une efficacité dans la lutte contre le Front National. On ne se fait aucune illusion sur ce parti. Et on pense que si ce parti arrivait au pouvoir, il y aurait des conséquences dramatiques. Et ça, il faut essayer d'éviter. Donc il faut réfléchir à quels sont les moyens efficaces pour éviter ça. Alors par ailleurs, là vous avez raison, c'est un front internationaliste. Bon, je ne crois pas. En tous les cas, ce que vous faites allusion à quelque chose, effectivement, ce qui se passe en France avec le Front National, ce n'est pas une spécificité française. Il se passe des choses très proches, pas identiques, mais très proches dans beaucoup de pays européens. Et du coup, c'est important d'avoir ça en tête parce que les causes ne sont pas seulement françaises. Voilà. Effectivement, j'ai mis l'accent sur l'hétérogénéité, j'ai pas eu le temps, c'est fait même très compliqué. En même temps, il y a des mécanismes d'homogénéisation. Les mécanismes d'homogénéisation, c'est le travail politique, le travail d'explicitation politique.
par exemple, le fait de constituer l'immigration comme problème. Donc ça contribue à l'homogénéisation. Hein. Mais il y a des conditions de possibilité de réception de ce discours. Ce qui fait qu'à la fois il y a une grande diversité sociale à l'intérieur de ce conglomérat du Front National, mais il y a des éléments qui lient entre eux certains de ces segments. Hein. Par exemple, pour vous, pas de temps, hein, il faudrait beaucoup de temps, mais pour faire sentir le truc, si on regarde des segments du Front National qui sont salariés du privé, on va trouver qu'ils ont des proximités avec le petit patron. Ils ont été eux-mêmes, ou ils ont envisagé de l'être, ou ils ont des parents qui l'ont été, ou ils ont des amis, ou ils ont des petites positions de pouvoir dans l'entreprise. Vous voyez, bon, même chose, il y a un truc qui est très très intéressant, c'est beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup de membres des différentes fractions du Front National ont un rapport au système scolaire diversement fondé mais convergent. Expérience de l'échec scolaire, préférence pour les études appliquées, sentiment d'avoir réussi en dépit d'une faiblesse scolaire. Hein, bon. Alors ce qui fait, par exemple, il y en a beaucoup qui vous disent je déteste tel candidat de gauche, il me fait penser à mon prof de physique. Hein. Donc il y a une espèce d'opposition structurale au milieu intellectuel, au milieu de l'enseignement, au milieu de la culture, qui est fondée dans les histoires sociales, diversement fondée, mais fondée dans les histoires sociales. Donc voilà, il y a des mécanismes d'homogénéisation, je n'ai pas eu le temps d'en parler, donc il faut prendre ça en compte aussi. Hein, voilà. Et alors, pour terminer très rapidement, je pense que, par exemple, les journalistes, même les journalistes qui sont très hostiles au Front National, je trouve qu'ils interviewent mal le Front National. Il y a des questions qu'on leur pose jamais et qu'il faudrait leur poser. Quelle est votre position sur les 35 heures? Quelle est votre position sur le travail de dimanche? Quelle est votre position sur les... Alors, il y a du gaspillage de la sécurité sociale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on supprime? Vous voulez supprimer les aides sociales? Quelles aides sociales vous voulez supprimer? Il faudrait les interroger, pilonner là-dessus, pilonner. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le combat contre la xénophobie, bien sûr, il faut continuer. Mais il faut mener ce combat qui n'est pas mené. Parce que là, il y a des contradictions. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bien sûr, il y a une hostilité, pas absolument à 100%, mais très largement, on ne va pas pinailler, une position par rapport à l'immigration. Une attitude hostile par rapport à l'immigration. Mais diversement fondée. Par exemple, il y en a qui ont une hostilité avec l'immigration, avec l'idée derrière la tête, il faut en finir avec les aides sociales, il faut en finir avec tous ces trucs, faire des charges sociales, on paye pour les autres. Voilà, ça c'est une position. Il y a une autre position, c'est il ne faut pas toucher aux aides sociales, mais quand même celles qui sont favorables aux immigrés. Et puis il y a des gens qui sont extrêmement favorables aux aides sociales, qui demandent simplement une priorité pour eux. Éventuellement, ils ne sont pas hostiles d'ailleurs à ce que les ouvriers en aient, mais après. Voilà. Donc, et pour l'instant, le Front National est complètement dans le flou dans tous ces enjeux. Hein. Sa position lui permet d'être dans le flou, mais en même temps, il ne faut pas être complice de cette position. Donc il faudrait les forcer. Par exemple, l'ISF, tacitement, il y a un projet de suppression de l'ISF. Alors là, allons-y. Pardon. Mais on n'en parle jamais. Oui, encore plus rapidement sur le fait qu'on aurait des interventions sucrées. Voilà. Bon, d'abord, je pense que vous nous ferez crédit du fait qu'on ne confond pas les dirigeants et les électeurs. Parce que les dirigeants sont quand même relativement clairs. Sur les électeurs, c'est la fameuse citation qu'on sort toujours, qui est pertinente, hein, de Spinoza, ne pas rire, ne pas haïr, ne pas mépriser, mais comprendre. On ne peut pas être dans une situation d'analyse des raisons du vote national c'est toujours compliqué, et on est dans une posture de détestation et de haine par rapport à ces électeurs. Sinon, ça devient un peu compliqué. Sur le conglomérat, bon, on n'est pas en train de se battre pour trouver des noms de baptême et des droits d'auteur attachés à ces noms de baptême, mais c'est quand même intéressant parce que en économie, conglomérat, c'est une réunion d'entreprise
n'ayant aucun lien entre elles. Ni des liens de concurrence, concentration des résultats, ni des liens de complémentarité client-fournisseur. Voilà, en parlant de conglomérat, on insiste sur le fait qu'on a vraiment des segments sociaux qui sont très très différents. Et que d'un certain point de vue, l'entreprise frontiste, elle est un peu miraculeuse, en arrivant à coaguler de façon aussi improbable des segments aussi différents. Et alors, en termes de préceptes politiques, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Et je le répète, la seule manière, d'un point de vue, même si c'est probablement pas pensé comme tel, de façon aussi machiavélique, mais la seule manière de gérer ces contradictions, c'est effectivement ce discours xénophobe, c'est-à-dire le fait d'imposer comme principe de division ultime, voire même unique, la coupure ethno-raciale, nationaux, non nationaux. Alors ça, avec des fonds plus ou moins atténués qui peuvent aller jusqu'au grand remplacement, aux thèses de grand remplacement. Sur FN et FN nationaliste, alors effectivement, Daniel l'a dit, on est évidemment légitimement préoccupé par ce qui se passe chez nous, mais on ne peut pas complètement être aveugle au fait qu'il se passe également des choses pas complètement identiques, mais quand même, il y a un petit air de famille dans d'autres pays. Avec moi, ce qui me frappe, le fait que généralement, les pays où on a une poussée, en plus je suis poussé vers le Grèce et l'Autriche récemment, c'est plutôt des pays où les partis sociodémocrates étaient très puissants, où il y avait une forte articulation organique avec des syndicats, et où on a des politiques publiques qui ont beaucoup reculé sur le front justement de ce que pouvaient être les espoirs, les expériences social-démocrates. Tous les pays scandinaves, l'Autriche, maintenant une partie d'Allemagne. Donc il y a une poussée d'extrême droite un peu partout, mais pas n'importe où, et on pourrait peut-être éventuellement tirer quelques leçons. Ceci étant, c'est un triste record, mais je fais quand même observer que la France est le seul pays d'Europe occidentale où une formation qu'on peut, surtout d'un problème qualifié d'extrême droite, réunit au moins 10% des électeurs depuis maintenant 1984. C'est-à-dire, on peut trouver des exemples de pays où à tel ou tel scrutin, une formation d'extrême droite fait plus que le Front National, mais un tel ancrage, ça n'a pas eu d'un piège analytique, un tel ancrage, de telle constance, on est malheureusement les seuls à pouvoir se targuer de tel privilège. Il y a quelque chose qui n'a pas été peut-être suffisamment dit. Ce qui fait également la force du Front National, c'est la force des idées simples, voire des idées simplistes. Et ça, c'est un peu compliqué. Y compris c'est compliqué à analyser la force des idées simples. Moi, j'étais très sensible à ce qu'a dit Louis sur, par exemple, le critère d'ancienneté, comme principe de justice. Et c'est compliqué cette histoire, parce que autant on peut s'indigner du fait que, parce qu'on vient d'arriver récemment, il y a seulement quelques années, en France, on est censé ne pas bénéficier des mêmes droits. Et quand tu vois comment fonctionnent dans les entreprises les stratégies de promotion, il y a de plus en plus des stratégies de promotion individuelles au choix, où chacun se fait apparemment son propre juge. Bon, c'est une grande partie des milieux ouvriers, y compris des militants syndicaux, qui s'insurgent et qui font prévaloir le critère d'ancienneté, la promotion d'ancienneté, comme critère le plus juste. Et je pense qu'il y a comme ça une sorte d'équivalence structurelle qui s'opère et qui sont vraiment délétères. Leur force, c'est quand même justement de jouer sur des principes d'égalité, d'équité, qu'on peut, en façon complètement fallacieuse, translater d'un espace à l'autre, d'une expérience à l'autre. Et ça, c'est compliqué. Et en même temps, ça fait quasiment chez tout le monde. Par exemple, chez les milieux sociaux très différents. La question du critère d'ancienneté ou du critère d'expérience, c'est une question auquel, quels que soient les milieux auxquels on appartient, on est tous confrontés. Donc ça part quelque part. Oui, enfin, juste un mot. Simplement, je pense qu'on a
personne, enfin, d'entre nous n'a sous-estimé le côté raciste et l'importance du combat contre le racisme. Mais, comme Daniel l'a souligné, le racisme lui-même est décliné de manière très différente, avec évidemment des néo-nazis. Et on a raison, ce que font certains journalistes, de montrer tous les liens de l'international noir entre eux, comment tel trésorier vient d'extrême droite, etc. Bien sûr, il faut le faire, mais en même temps, c'est certainement pas ce genre d'argumentation qui sera la plus efficace. Donc, il faut évidemment ne pas renoncer à ça, mais je crois que le discours de gauche gagne d'abord à être sur son propre terrain, non pas qu'il ait à délaisser l'antiracisme, l'universalisme, etc., bien sûr, mais sur les questions économiques, je pense qu'il a probablement plus à l'aise, et surtout, c'est des questions dans lesquelles on peut poser des alternatives claires. Alors effectivement, êtes-vous pour ou contre ceci, pour les allocations, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, l'impôt sur la fortune, etc. Tandis que le racisme, étant donné qu'il y a des degrés, qu'il y a des formes différentes, des réponses contextuelles, etc., c'est quelque chose de plus complexe, en tout cas pour un discours articulé antiraciste, on tombe vite dans comment tu disais, la vertu, voilà, bon, voilà, il faut être vertueux, bien sûr, mais ça ne suffit pas, c'est ça ce qu'on a cherché à dire, je pense, les uns les autres. Oui, pour répondre à quelques interrogations, et le monsieur est parti, c'est dommage, mais je pense qu'on gagne souvent à penser contre nous-mêmes. Peut-être même d'ailleurs que c'est ça, premièrement, penser, c'est-à-dire parler de prénotion, depuis longtemps, essayer de travailler à penser contre nous-mêmes, nos spontanéités militantes notamment. Et qu'on gagne d'autant plus à penser contre nous-mêmes et nos spontanéités militantes qu'on est, d'un point de vue militant, inefficace. C'est la provocation peut-être de mon discours, mais en même temps, je crois que le logiciel de lutte, si on peut dire, contre le Front National doit changer pour enfin être efficace. Ça suppose de se remettre beaucoup en question. Ensemble, vous parliez d'unité, madame, ensemble, c'est-à-dire en croisant nos expériences. Par rapport à ce que vous dites, monsieur, peut-être là aussi je vais vous décevoir, mais moi je ne crois pas qu'aucune pétition de principe antiraciste ait jamais convaincu un raciste. Et que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les tenir, mais on voit bien les limites. D'autant que être raciste ne veut pas dire, comme on l'a répété, ou tenir des propos racistes dans telle ou telle situation particulière ne veut vraiment pas dire la même chose pour plein de personnes. Donc cette complexité-là, il faudrait pouvoir essayer de l'appréhender, non pas pour moins lutter, non pas pour être plus sucré, mais être plus efficace et leur faire payer une addition, disons, plus salée. Parlant de salé, on va manger. Les gens qui peuvent